Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 52. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui brouille complètement les pistes entre un crime et un spectacle. Alors, imaginez la scène. C'est simple, presque banal. Grenoble, 3 heures de l'après-midi. Un salon de beauté. Voilà, le décor est planté. Et c'est justement cette normalité, ce côté presque anodin, qui va rendre ce qui arrive juste après absolument glaçant. Parce que, on va le voir, ce n'est pas juste un fait divers comme un autre, non. Ça soulève une question vraiment centrale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand la violence devient un show, une sorte de performance, faite exprès pour être regardée? Allez, on rentre dans le vif du sujet, l'attaque en plein jour. Tout ça se passe un vendredi après-midi, un après-midi qui s'annonçait tout ce qu'il y a de plus normal, c'était le 6 février 2026. Alors, le lieu, c'est un salon qui s'appelle BK Maison Beauté. Et attention, on n'est pas dans un coin paumé, une ruelle sombre, pas du tout. On est en plein centre de Grenoble, à côté des grands boulevards. C'est un endroit où il y a du monde, quoi. Une petite boutique, comme ça, au rez-de-chaussée d'un immeuble. Bref, un lieu public, à la vue de tous. Et c'est ça le premier truc qui interpelle. La violence, ici, elle ne se cache pas. Au contraire, elle s'affiche. Et là, au milieu de ce décor si ordinaire, un chiffre. Un chiffre qui claque. 6. 6 personnes blessées. 6 personnes dont la journée a basculé en une seconde. Et on va voir que le but, c'était bien plus que de juste blesser physiquement. Bon, officiellement, on parle de blessés légers. Personne n'a été hospitalisé, heureusement. Mais il y a un détail qui change tout, qui rend la chose vraiment terrible. Parmi les blessés, il y avait un enfant, un gamin de 5 ans. Et ça montre bien qu'ils en avaient absolument rien à faire de qui était à l'intérieur. Ils savaient qu'il y avait du monde, et ça ne les a pas freinés une seule seconde. Écoutez ce que raconte une commerçante du coin, juste après. J'ai entendu une énorme détonation, des jeunes filles hurler, c'est le chaos complet. Le chaos complet, c'est exactement ça. Imaginez le bruit, les cris, tout un quartier tranquille qui, d'un coup, est plongé dans la panique. La routine a littéralement volé en éclats. Bon, maintenant qu'on a les faits bruts, essayons de décrypter un peu ce qui s'est passé. Parce que derrière le choc, il y a un plan, une logique assez glaçante. On va s'intéresser à l'arme, à la caméra et surtout à l'intention. Alors, comment ils ont fait? C'est simple. Et c'est ça qui est flippant. Ils sont 2. Il y en a un qui balance l'engin explosif. Et l'autre, il ne fait pas le guet, non. Il filme. Il filme toute la scène. Et puis hop, il se barre. C'était pas une embrouille qui a dégénéré, hein. C'est un truc préparé, millimétré. L'attaque et la vidéo, c'est un seul et même projet. Et l'arme, justement, c'est intéressant parce que le procureur a bien précisé. Ce n'est pas une grenade militaire, pas le genre de truc fait pour tuer avec des éclats. Non, c'est un engin qui fait du souffle. En gros, le but, c'était pas de tuer, mais de faire un maximum de bruit, de dégâts, de panique, de spectacle en fait. Et ça, cette phrase du procureur, Étienne Manteau, elle est capitale. Ce n'est pas un engin destiné à tuer. Et là, on a un vrai paradoxe. D'un côté, une attaque super violente, en public, avec un enfant au milieu, et de l'autre, une arme qui n'est pas faite pour tuer. Du coup, la question est simple. Mais pourquoi? Quel était le but de tout ça? Eh bien, la réponse, elle commence à apparaître juste là. La fameuse vidéo, elle n'est pas restée dans le téléphone du complice. Non, elle a été balancée direct sur les réseaux sociaux. C'est comme si l'attaque n'était pas vraiment terminée tant que la vidéo n'était pas en ligne. L'objectif, c'était que tout le monde la voie, que la violence existe sur Internet. Le mot-clé donc, c'est ça, intimidation. Le but, c'était pas de tuer, c'était d'envoyer un message bien flippant, une démonstration de force. La vraie cible finalement, c'était pas tant les gens dans le salon que l'esprit de tout le quartier, de toute la ville. Ok, pour bien comprendre ce message, il faut qu'on zoome un peu en arrière. Regardons le contexte, l'endroit précis. Parce que souvent en criminologie, la géographie, l'endroit où ça se passe, ça dit beaucoup de choses. Et justement, la localisation est super intéressante. Le salon de beauté, il est pile à la frontière entre deux mondes. D'un côté, un quartier résidentiel, tranquille, et de l'autre, juste à côté, le quartier Hoche, un coin bien connu pour être un gros point de deal. Alors, sans faire de conclusion trop rapide, on peut quand même se dire que cette proximité n'est pas un hasard. C'est peut-être un message lié à une guerre de territoire, mais envoyé en terrain neutre pour que tout le monde le voie, pour que l'impact soit maximal. Et là, on arrive à un point crucial pour comprendre à quel point c'est grave. C'est que cet événement, eh bien, ce n'est pas le premier du genre. Non, ce n'est pas un acte isolé. Ça s'inscrit dans une série, une sorte de répétition inquiétante. L'histoire se répète, et pas forcément en mieux. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou. Presque jour pour jour, à 1 an d'écart. Février 2025, une attaque du même genre.
Février 2026, celle du salon de beauté. Une répétition comme ça, à une date quasi anniversaire, c'est rarement un hasard. On dirait presque une signature, un cycle de violence qui se met en place. Et si on compare les deux attaques, c'est là que ça devient vraiment parlant. En 2025, c'était dans un quartier en périphérie. Et là, ils avaient utilisé une vraie grenade militaire. Il y avait eu des blessés graves. Un an plus tard, en 2026, bam, on est en plein centre-ville. L'arme est moins dangereuse, le bilan est moins lourd, c'est vrai, mais le lieu est beaucoup plus symbolique. C'est clair, la stratégie a changé. La violence n'est plus cantonnée à certains quartiers, elle s'invite au cœur de la ville, à la vue de tous. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on peut interpréter cette évolution? Le procureur de Grenoble a eu des mots très forts pour décrire ce qui se passe. Et son expression, elle est au cœur de tout. Il parle de la désinhibition des délinquants. Voilà sa première conclusion. Il dit qu'on assiste à une escalade dans la désinhibition. Qu'est-ce que ça veut dire, désinhibition? Ça veut dire que les limites tombent. La peur du gendarme, les barrières morales, tout ça, ça s'effrite. Les délinquants osent des trucs qu'ils n'auraient jamais osé faire avant. Fini de se cacher, maintenant ils veulent être vus, ils cherchent la lumière. Et cette absence de limite, ça mène à quelque chose d'encore plus inquiétant. Le procureur parle d'une appropriation de l'espace public. En clair, l'espace qui est à tout le monde, la rue, la petite boutique du coin, eh bien, ils se l'approprient. Ça devient leur scène de théâtre, leur terrain de jeu pour régler leurs comptes et pour faire peur à tout le monde. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant selon lui. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ici, la violence, elle change de rôle. Surtout parce qu'elle est filmée, parce qu'elle est partagée. Ce n'est plus juste un moyen pour arriver à une fin, comme piquer de l'argent ou tuer quelqu'un. Non, la violence, c'est le message lui-même. L'explosion, la peur des gens, la vidéo qui tourne en boucle, tout ça, c'est le message. C'est un message de puissance, un défi lancé à tout le monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, qui va bien au-delà de Grenoble. Quand un crime est pensé dès le départ comme une vidéo virale, comme un spectacle, qui est le vrai public au final? Les pauvres gens qui étaient sur place, les gangs concurrents, la police? Ou alors, est-ce que c'est nous tous, coincés devant nos écrans à regarder ça? Est-ce que notre choc, notre attention, ce n'est pas ça leur récompense ultime? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un instant.